Les ruines sont encore fumantes. Les services municipaux partent au plus pressé. Le missile visait un centre de recrutement de l'armée ukrainienne dans la ville de Kryvyi Rih, dans le sud du pays. Les habitants de l'immeuble soufflé récupèrent ce qui peut être sauvé. C'est mon neveu qui habite ici. Je suis venu pour l'aider. Son appartement est détruit, il ne reste plus rien. Ils ont eu le temps de s'enfuir vers l'abri. Comme tous les Ukrainiens, les journalistes locaux ont appris en 4 ans de guerre à distinguer ce qui vient du ciel. Mais la tension se relâche. Malheureusement, la situation est très mauvaise en termes de sécurité. Parce que les gens se sont habitués et ils pensent que si ça ne vole pas dans leur quartier, ou si c'est un drone Shahed et non un missile, ils ne se mettent plus à l'abri. Ils espèrent y échapper. Autre cible dans ce quartier, une mine et une centrale thermique. Juste à côté, au palais de la culture Saksagan, on a pris l'habitude de remplacer tout de suite les vitres soufflées par des planches de bois. Sa directrice nous conduit dans l'abri, Ukrytia, un mot désormais écrit partout. Ici, les drones volent comme des abeilles au-dessus d'un pot de miel. Hier, il y avait une frappe. Aujourd'hui, une autre frappe. La situation est terrible. Mais Dieu merci, ici, on a du chauffage et de l'électricité. En 2026, les Ukrainiens subissent un hiver terrible, avec des températures exceptionnellement basses et un réseau électrique visé par les bombardements russes. Jusqu'à moins 25 degrés à Kiev, des quartiers entiers sans lumière, sans chauffage, des appartements où il fait moins de 10 degrés. Et les habitants savent très bien quelles sont les cibles préférées des Russes. Des centrales, des usines, des entreprises qui travaillent dans le secteur stratégique, autrement dit, la défense du pays. Plusieurs stations de métro abritent régulièrement les habitants des immeubles les plus exposés. Là encore, en 4 ans de bombardement, on s'habitue. Et cet hiver, on y descend aussi pour se réchauffer. Et certains pensent à ce jeu vidéo d'origine ukrainienne, Metro 2033, qui raconte la vie souterraine dans une ville dévastée par une attaque nucléaire. À Kiev, la dystopie est devenue réalité. Le métro sera alors un endroit clé parce qu'on peut s'y déplacer rapidement d'un point à l'autre et y installer tout ce qu'il faut pour tenir, survivre pendant un moment. Les Ukrainiens se sont habitués à passer une grande partie de leurs jours et de leurs nuits sous terre. Comment tiennent-ils? Dans quel état d'esprit survivent-ils? Dans le paysage des villes les plus menacées, sont apparus des abris de béton. Ils sont fabriqués par une entreprise ukrainienne. Leur modèle s'appelle Hobbit House, comme les personnages de Tolkien qui vivent dans leur maison troglodyte. Yulia est la directrice marketing de cette entreprise, dont les carnets de commandes sont pleins. Moi, personnellement, j'ai compris que ça n'allait pas durer 2 ou 3 semaines seulement. Mais est-ce que je pouvais imaginer que ça allait durer 4 ans? Non plus. Et on ne comprend toujours pas quand ça va s'arrêter. Alors soit tu n'acceptes pas ce qui se passe et tu t'enfermes dans une impasse, soit tu l'acceptes, tu essaies de vivre comme tu peux, de continuer à vivre malgré tout. Soit tu pars et tu construis ta vie ailleurs. Il n'y a pas beaucoup d'autres options. Le brouillard permet au moins de souffler un peu. Les drones sont presque aveugles. Sinon, ce sont ces kilomètres de filets qui protègent la route qui mène à Kherson, la ville du sud, sur les rives du Dniepr.
De l'autre côté du fleuve, il y a l'armée russe. Il est impossible d'aller dans les quartiers les plus exposés. Les journalistes sont particulièrement visés. C'est ça qu'ils nous font, détruire nos vies. Il y a 3 ans, ce n'était pas détruit comme ça. C'est maintenant qu'ils ont décidé de nous rayer de la carte. Il y a 3 ans, Kherson était encore dans l'euphorie de sa libération le 11 novembre 2022. L'armée russe s'était retirée après 254 jours d'occupation. Le président Zelensky était venu célébrer une victoire symbolique pour l'Ukraine. Il déclarait « C'est le début de la fin de la guerre ». En février 2026, la ville est toujours ukrainienne, mais c'est une cité fantôme. Le bâtiment de l'administration a été détruit, les avenues sont désertes, seuls passent quelques fantômes. Le peu de vie qui reste à Kherson, cela se passe dans les sous-sols. Celui-là a été aménagé par la ville avec de l'aide humanitaire venue de l'étranger. Yulia et Ihor sont les responsables de ce havre qui accueille toutes les générations. L'organisation a aussi une ambulance conduite par les jeunes Andriy et Dmitro. Maintenant, toutes les heures, à chaque minute, les drones volent au-dessus de nous. On les voit parfois en conduisant. Les drones frappent sans discernement sur tout ce que le pilote du drone voit bouger. Oui, on a très peur de ces attaques. C'est comme un safari, il y a des images de ça. Il y a maintenant les mines qui sont jetées par les drones. Oui, les mines à distance. Hier, par exemple, les gars devaient aller chercher quelqu'un près de la gare, mais on nous a appelés pour nous prévenir que tout était miné autour de la gare, qu'il ne fallait pas y aller. C'est comme ça qu'ils font maintenant. Ils lancent des mines papillons. Chaque année, ça devient de pire en pire. Oui, il y a de plus en plus de drones. On le voit en conduisant, et ça devient très dangereux. Kherson est la ville au monde où les civils sont les plus visés par les drones. Rien que pour la semaine du 2 février 2026, 2150 drones ont été lancés sur la région, près de 2000 ont été détruits. Nous restons positifs et nous attendons la victoire dans de beaux espaces comme ici. Tout au long de la journée, le centre abrite diverses activités. Ce matin-là, Ihor organisait un cours de secourisme pour les représentants de différents quartiers de la ville. Je saigne abondamment, je ne vois pas bien où est la blessure. Je dois donc appliquer le garrot le plus haut possible. C'est bien compris ? Ces abris, ils ont 2 fonctions. La première, c'est la sécurité, pour que les gens puissent descendre quand c'est dangereux et y rester. La deuxième, c'est la socialisation, parce que les gens ont besoin de s'entendre l'un l'autre, de se comprendre, de s'exprimer, faire des choses qu'ils n'ont plus la possibilité de faire, parce qu'on ne peut plus faire comme avant, aller au concert, faire des soirées, aller au cinéma, ou tout simplement se réunir pour parler. Des habitants de plus en plus isolés et qui survivent au milieu du danger. Venue du quartier Ostrov, le plus dangereux, Olena est parmi les 240 habitants qui y restent contre 10 000 avant. Mais elle met un point d'honneur à fleurir autour de son immeuble. Je vais vous montrer comment c'est en été. Même notre administration militaire, quand ils sont venus, ils nous ont dit « Vous nous impressionnez ». Il y a la guerre et tout autour, il y a tout ça. L'abri, personne ne veut y descendre. Voilà, là, c'est notre abri. On a des filtres pour l'eau qui viennent d'Allemagne. Bye bye. Au revoir, bonne chance. Au revoir, bonne chance à vous aussi. Et merci pour la formation. À Kherson, le silence qui règne n'est troublé que par le son de l'artillerie à quelques kilomètres de là. Entre les immeubles, les jeux des enfants ne résonnent plus.
les écoles sont fermées, les cours se passent en ligne et les quelques enfants qui vivent encore passent leur journée dans les sous-sols. Une salle pour le sport et juste à côté, la petite Solomia avec Irina, puéricultrice. Le printemps venu, ils allaient dans les cours des immeubles. Ils s'asseyaient sur les bancs, faisaient du tourniquet dans les cours où il y a des jeux pour enfants. Mais maintenant, avec tous les drones qui volent, c'est plus important qu'ils restent ici, dans un lieu sécurisé. Ça te manque le soleil? Jouer dehors avec les enfants, faire du vélo, du patin à roulettes. Mais moi, je n'ai que des patins à glace. Cool. Alors tu voudrais aller patiner au soleil? Oui. À une cinquantaine de kilomètres de Kherson, la ville de Mykolaïv n'est pas aussi exposée aux drones. Les forces russes n'ont jamais réussi à y entrer en 2022, mais beaucoup de ses habitants ont fui une ville assiégée. Aujourd'hui, la pression militaire y est moins forte. Sa population est de nouveau de plus de 400 000 habitants, et pour les autorités ukrainiennes, un des défis est d'y reprendre une vie presque normale. Mais les coupures de courant sont récurrentes, et l'eau du robinet n'y est toujours pas potable. Andriy Zitchenko travaille dans l'administration de la ville. Il est aussi le représentant d'une ONG qui s'occupe d'éducation. Je voudrais faire revenir les enfants pour qu'ils se sentent en sécurité chez eux. Ici, les écoles ne sont plus fermées, mais les cours n'ont repris que si l'établissement est équipé d'un abri. Pour des raisons de sécurité, il ne faut pas filmer la façade ni donner les coordonnées de cette école où nous arrivons en pleine alerte. Ça arrive très souvent. Ça peut être 5 à 6 fois par jour. Tout le personnel de l'établissement doit descendre dans l'abri. Et vous aussi. C'est un protocole très strict. La sécurité est en jeu. Les enfants descendent en bon ordre, comme une chorégraphie souvent répétée. Les premières fois, c'était comme un jeu. Mais maintenant, les enfants savent ce qu'est l'alerte. Ils savent ce qu'est la guerre. Ce n'est pas la peine de leur faire croire que c'est un jeu. C'était du théâtre les 2 premières fois, mais c'est tout. Vous allez voir maintenant un exemple de ce que doit être une école souterraine, une des meilleures d'Ukraine. Après plus de 3 ans de cours en ligne, la reprise en septembre dernier a été une victoire. Tout est neuf, bien organisé. À chaque classe est attribuée une couleur que les enfants portent au poignet. En cas d'évacuation, ils doivent suivre la ligne de cette même couleur. Pour nous, ceux qui vivent à Mykolaïv aujourd'hui, il y a un principe, ne pas mettre la vie en pause. Il faut continuer à vivre. Il faut continuer à jouer avec les enfants. Et nous, les enseignants, on doit tout faire pour que les enfants ne ressentent pas trop la guerre qui se déroule autour d'eux, pour ne pas leur voler leur enfance. Si dans les classes de maternelle et de primaire, tout était normal ce jour-là, pour celles du collège et du lycée, il y avait un problème d'électricité. Même dans le noir, leur soif d'apprendre, leur résilience impressionne. Pendant ce temps, au rez-de-chaussée, les classes sont vides. Mais pour Antonina, la directrice du collège, il faut encore tenir pour ceux qui se battent, comme son fils, qui est au front.
Le choix d'être enseignant, c'est un choix pour toute une vie. C'est le choix d'être toujours aux côtés de ceux que tu aimes, de ceux à qui tu veux apprendre, de ceux que tu veux aider à devenir de vrais êtres humains. Et ce qui est important aujourd'hui, d'en faire de vrais Ukrainiens. Voilà ce que j'aimerais que le monde comprenne, les parents, les enfants et tous les citoyens. Le président Zelensky vient d'avancer le chiffre de 55 000 soldats ukrainiens tués en 4 ans de guerre, sans compter les disparus. Si on y ajoute les blessés, on estime que l'Ukraine a perdu au total 500 000 soldats. L'armée aussi s'est installée sous terre. Pour le voir, nous partons vers le front, quelque part en direction du Donbass, dans un lieu que nous devons également tenir secret. L'officier de presse de la 5e brigade d'assaut nous fait monter dans une ambulance équipée d'un brouilleur de drone. Nous roulons à pleine vitesse sur les routes gelées pour s'approcher de la ligne de front. Il faut sortir et courir vers l'entrée de cette tranchée. Un monde souterrain se découvre, ce que l'on appelle un point de stabilisation, où les blessés du front tout proche sont amenés. Юрій Васильович, чолом вам. Appelez-moi quand vous aurez terminé, on viendra vous chercher. On ouvrira la porte, vous sortirez très vite, vous filez vers le véhicule, vous montez dedans et on se casse. On s'en va. Quand vous aurez terminé, on viendra les récupérer. Le chef du site est un médecin, Osmak, une force de la nature, déjà prisonnier des Russes en 2014 et qui passe des jours et des jours là-dessous. On a un chauffe-eau, des toilettes, un autre lavabo, des serviettes, tout ce qu'il faut. On est complètement autonome, tout ça sous terre. Tout peut être fermé. Voilà une salle de soins. On est en général prévenu 15 à 20 minutes avant l'arrivée du blessé. Tous les lits sont chauffés. Vous pouvez le sentir si vous mettez votre main là-dessus. Tu le sens, c'est chaud. Respirateur artificiel, moniteur cardiaque, oxygène concentré. Là, c'est pour réchauffer le sang et les solutions médicamenteuses. 2 soldats viennent d'arriver, choqués par le souffle d'une explosion. Ici, c'est l'endroit où l'on dépose les vêtements et on enlève les chaussures. Et n'oubliez pas, ne filmez pas leur visage. Des bombes sont tombées le long de la route pendant que les gars passaient. Ils sont sonnés, on va les examiner. Je pense qu'on les laissera repartir s'il n'y a pas de blessures graves. Ils sont là pour faire un premier diagnostic et on les laissera partir si Dieu le veut. Une batterie d'examen commence. 131, saturation 100. Et même une radiographie pour vérifier que la douleur ressentie par le soldat n'est pas grave. En cas de blessure sérieuse, ils sont évacués vers l'arrière. La capacité de ces hommes et de ces femmes à vivre ici sous terre en dit beaucoup sur l'état d'esprit des soldats ukrainiens. Osmak refuse de parler de fatigue, il parle de colère et depuis son sous-sol, il interpelle les Européens. Je ne suis pas certain que vous réussiriez comme nous. Et je voudrais être sûr que nous sommes soutenus par des alliés solides qui sont capables de mater l'envahisseur. Parce que même quand cette guerre sera terminée, nous, on soutiendra l'Europe si besoin. On le fera dans tous les cas. Mais le temps qu'on arrive à ça, on voudrait être certain que l'Europe est aujourd'hui capable de mettre une bonne raclée à n'importe quel envahisseur, à commencer par les Ruskov.
Des discours et des actes qui maintiennent la confiance des Ukrainiens dans leur capacité à tenir et à servir d'exemple pour cette Europe qu'ils désirent plus que jamais. Même à Kharkiv, la deuxième ville du pays, une des plus exposées, la frontière avec la Russie est toute proche, l'ambiance n'est pas au défaitisme. Et pour que les civils ne se sentent pas seuls et abandonnés, la radio est toujours essentielle. Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло. Les studios de la radio Nakapilo ont quitté un immeuble trop exposé pour s'installer dans un sous-sol. Nakapilo, c'est un mot qui exprime cet état dans lequel tu es fatigué, épuisé par quelque chose. Quand tu en as marre, tu es tellement épuisé de tout ce qui se passe que tu veux en parler, tu en as besoin. Discuter, exprimer tes pensées, même d'une façon impulsive, c'est comme un exutoire. Et le programme de ce soir s'appelle Public Talk. Dans un pays démocratique comme l'Ukraine, on y pose la question du moral des civils en cet hiver 2026. Comment ce froid permanent et le stress atteignent notre esprit critique? Comment tenir et ne pas tomber dans un trou de panique? Oui, aujourd'hui, on va parler de l'épuisement, du froid et du stress. Comment cela déforme notre perception de l'information? Pourquoi le sentiment de panique se propage plus rapidement dans de telles circonstances et comment y résister? La résistance des Ukrainiens passe enfin par la culture. L'immense opéra de Kharkiv a joué pour la dernière fois sur sa grande scène le 23 février 2022, la veille de l'invasion russe. Depuis, la salle est vide et son directeur est triste. Chaque fois que je reviens dans cette salle, c'est douloureux. Ça fait peur. Je voudrais tant que l'on revienne ici, le plus vite possible. En attendant, l'opéra a lui aussi aménagé son sous-sol. Un entrepôt qui servait à stocker les décors est devenu la principale scène de la ville. On y prépare le spectacle de cet après-midi, un opéra bouffe de Rossini, La Cambiale di Matrimonio. Pour les acteurs et les musiciens qui sont restés à Kharkiv, jouer en sous-sol fait désormais partie de leur vie. Au début, c'est un peu bizarre, mais maintenant, on s'est habitué. C'est en fait normal dans nos conditions de vie. Les gens ont besoin de se changer les idées, c'est important pour leur morale. Ils ont besoin de se reposer, au moins un petit peu. Vous allez à l'opéra ou à l'abri? À l'opéra. Quatre ans de guerre, peut-être plus encore. Des générations d'Ukrainiens garderont longtemps en mémoire cette période de leur vie, pendant laquelle leur résistance et leur existence se jouaient sous terre.